Le Trésor, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Les vacances approchent à grands pas, l'occasion pour nous d'aller prendre la température dans les hôtels bruxellois. Après 2 années de pandémie difficile, les touristes sont-ils de retour dans la capitale? Réponse dans un instant. On s'intéressera aussi aux vacanciers belges, comptent-ils partir cet été? Comment? Avec quel budget? Tidiem Kouach nous donnera toutes les réponses en plateau. Nous irons également en Ukraine. Après la chute de Severodonetsk, c'est la capitale, Kiev, qui a été la cible de bombardements. Et ce, alors qu'un sommet du G7 débute ce dimanche en Allemagne. Les conséquences de la montée des océans en Martinique. Au cours du siècle à venir, cette île des Antilles pourrait perdre jusqu'à 5% de son territoire. Enfin, que diriez-vous de faire votre jogging aux abords du Palais Royal? C'était possible ce matin à Bruxelles. Les images en fin de journal. Bonjour à tous, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Horeca bruxellois. Les touristes reviennent dans les hôtels. On atteint des taux d'occupation finalement assez proches de ceux que l'on connaissait avant la crise sanitaire. En tout cas, les week-ends. En semaine, c'est une autre histoire comme on le voit dans ce reportage signé Laurent Van de Berg. Dimanche matin, un air de vacances au petit déjeuner de cet hôtel bruxellois. Des couples belges, des familles venues de l'étranger. Bruxelles est le premier stop pour ces Danois en vacances pour 3 semaines. Nous allons voir la vieille ville, la Grand Place et peut-être un tour en bus touristique et profiter de bonnes bières belges. C'est vraiment très agréable. Sans restrictions sanitaires, il n'y a pas d'inquiétude que tout soit annulé. Vous pouvez juste profiter pour vous amuser. À la surprise du secteur hôtelier, le voyage de loisirs a repris très vite. Les hôtels sont bien remplis, 72% d'occupation le week-end. En bref, les niveaux d'avant Covid. L'envie de voyager des gens à titre privé, elle est très très forte, très présente. Donc il y a un engouement sur les city trips. On voit que les longs week-ends à Bruxelles ont été très porteurs. Et aussi les événements qui ont attiré du monde sur Bruxelles. On peut penser au Festival Corps, on pense à Tomorrowland cet été. C'est très important pour la destination de poursuivre cette dynamique. Mais il y a une envie de voyager. Pour les voyages d'affaires, pour les entreprises, c'est encore différent. Là, on savait que la reprise serait un peu plus longue, donc on n'est pas dans un retour à la normale, même si on voit que l'écart se résorbe progressivement aussi sur ce segment. Côté business, en effet, la reprise est plus lente. Les réunions ou voyages d'affaires n'ont pas encore repris normalement. Cet hôtel de l'avenue Louise le constate dans ses chiffres. Le business représente 5 jours par semaine, avec une manque de 20 à 30% d'occupation. C'est plutôt important. Et du coup, les 2 jours du week-end avec nos clients loisirs ne rattrapent pas le retard de la semaine. À la réception aujourd'hui, c'est Sarah, une nouvelle recrue. Il y a 6 mois, elle n'avait jamais travaillé dans l'hôtellerie et vivait en Italie. Depuis, elle a pris ses marques. Les hôtels ouvrent énormément de jobs. Ça me permet d'être en contact avec les gens, et ça me permet de connaître des cultures différentes de la mienne, et ça aussi j'adore le fait d'être vraiment toujours proche des gens. Ce groupe hôtelier compte 6 établissements à Bruxelles et 30 postes ouverts, réception, bar, responsable commercial. Avec la reprise des réservations, le recrutement est un vrai défi. Et les vacances d'été approchent en effet à grands pas. Bonjour Tidiem Kouach. Vous êtes penché sur le baromètre des vacances qui a été réalisé par Europe Assistance avec un premier constat, les Belges ont vraiment envie de voyage. Oui, ce qui est sûr, Laurent, c'est que les Belges sont en manque de vacances après 2 années perturbées par la crise sanitaire et l'incertitude à pouvoir partir. Cet été, 71% des Belges feront un voyage, 1 à 3 semaines de vacances avec un budget moyen plus important, autour de 2 300 €. Alors avec ce budget, quelles sont leurs destinations de prédilection? Mais on ne change pas nos habitudes. La France reste la destination préférée des Belges, suivie de la Belgique. On pense à la mer du Nord et
à l'Ardenne. Et puis vous le voyez, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas complètent ce top 5 des destinations de vacances des Belges. Des Belges qui privilégient aussi plutôt l'hôtel pour se loger à 47%, 28% de location, 18% d'une seconde résidence à l'étranger. Et puis 7% des Belges iront, comme moi, planter une tente au camping. Comme vous, bientôt. Mais d'abord, une dernière question quand même. Comment les Belges seront-ils justement dans ces lieux ? Alors 52% des Belges sondés disent faire attention désormais à leur comportement écologique. Cela dit, la voiture personnelle reste le moyen de transport le plus populaire cet été. Et puis, un peu moins de 4 Belges sur 10 ont fait le choix de l'avion pour leurs vacances. Merci beaucoup Tidier Mkwa chez Bon Camping alors pendant ces vacances-ci, si j'ai bien compris. L'actualité à l'étranger et cette image, regardez, les dirigeants du G7, les pays les plus industrialisés de la planète, se retrouvent ce dimanche en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Le sommet sera largement consacré à la guerre en Ukraine et à un éventuel élargissement des sanctions envers la Russie. Et justement, faisons le point sur la situation en Ukraine. La ville clé de l'est du pays, Severodonetsk, est désormais aux mains des Russes. De plus, la capitale, Kiev, a été bombardée ce matin. Le point avec Thomas Mikils. Kiev, à nouveau la cible des frappes russes vers 6h30 ce matin. 3 semaines après les derniers bombardements de l'armée de Vladimir Poutine, plusieurs explosions ont retenti dans un quartier résidentiel proche du centre-ville. Au moins une personne a perdu la vie et 4 autres ont été blessées, dont une fillette de 7 ans et sa mère. À plus de 700 km au sud-est de la capitale ukrainienne, la ville stratégique de Severodonetsk est passée samedi aux mains des Russes. Une ville située au sein de l'oblast de Lugansk, une région du Donbass disputée depuis plusieurs semaines entre les Ukrainiens et les Russes. La ville est entièrement occupée par la Fédération de Russie. Ils essaient d'imposer leurs règles pour autant que je sache et nomment une sorte de commandant qui rassemble une certaine activité. L'armée ukrainienne s'était complètement retirée vendredi de la ville d'environ 100 000 habitants pour se retrancher dans la localité voisine de Lysychansk, une ville où les combats ont déjà débuté entre l'armée ukrainienne et les forces russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé samedi en demandant une nouvelle fois l'aide de ses alliés. Cela confirme que les sanctions contre la Russie ne sont pas suffisantes, que nous avons besoin d'une aide militaire plus importante pour l'Ukraine et que les systèmes de défense aérienne dont disposent nos partenaires ne devraient pas être présents sur des terrains d'entraînement ou dans des entrepôts, mais en Ukraine, où ils sont nécessaires maintenant. On en a besoin ici, plus que partout ailleurs dans le monde. Lysychansk est désormais la dernière ville où l'armée ukrainienne est encore dominante dans l'oblast de Lugansk, une région qui est sur le point d'être entièrement contrôlée par les forces russes. C'est une conséquence du réchauffement climatique. La Martinique voit la montée des eaux ronger son littoral un peu plus chaque année, au point que d'ici 2100, d'ici la fin du siècle, l'île des Antilles pourrait perdre jusqu'à 5% de son territoire. Ludovic Deslandes, Catherine Tonero. Jean-Guy est marin-pêcheur au nord-ouest de l'île. Il habite sur ce littoral qu'il voit reculer de plus en plus chaque année. Aujourd'hui, la mer a englouti une bonne partie de cette plage où avaient lieu autrefois les fêtes communales. Ça, c'était encore la plage, puisque bon, on arrivait à mettre une auto-tamponneuse et de chaque côté, puisqu'il y avait un passage où les gens circulaient, aussi les voitures. Alors voilà les maisons, toutes ces maisons-là, elles sont abîmées. Le niveau de la mer augmente de plus de 3 mm par an en Martinique et menace directement les structures construites au bord de l'eau. Le propriétaire de ce restaurant côtier s'inquiète aujourd'hui pour sa terrasse vue sur mer. Il va s'effondrer. Le sable est mouvant, il travaille. Si vous regardez sur la terrasse, vous allez voir, ça se fissure de partout. Donc c'est une inquiétude permanente. Au-delà de ces risques, se pose aussi la question du relogement des Martiniquais du littoral, où les zones habitables se réduisent petit à petit. Ici d'ailleurs, la mairie a déjà planché sur un plan de réaménagement du territoire. Donc là, nous aurons l'école et plus loin, il y aura aussi la possibilité, on a du foncier disponible pour pouvoir y implanter les nouvelles habitations. Donc il s'agit d'héberger à peu près une centaine de familles, 60 à 100 familles. C'est dans cette commune que le trait de côte du littoral a le plus reculé, 130 mètres en 60 ans.
à horizon 2090-2100, la Martinique devrait perdre 5% de son territoire par rapport donc, au seul phénomène donc, de l'élévation donc, du niveau de la mer. Une montée des eaux parallèle à des ondes de tempête de plus en plus fréquentes, aggravant encore ce grignotage inexorable des terres. À l'étranger, toujours cette découverte dans le Grand Nord canadien. Des ouvriers d'un champ aurifère ont découvert les restes momifiés d'un bébé mammouth laineux en particulièrement bon état. L'animal serait mort il y a plus de 30 000 ans et représente une découverte majeure dans le monde de la paléontologie. Et d'ailleurs, on reste dans ce domaine avec une autre découverte réalisée par des scientifiques britanniques. Cette fois, ils auraient identifié le plus grand carnassier terrestre ayant jamais foulé le sol européen. Ils l'ont appelé le spinosaure. C'est un dinosaure qui appartiendrait à la redoutable famille des tyrannosaures. Joachim Vezeli, Pascal Bustamante. Selon ses découvreurs, ce dinosaure appartenait à la famille des tyrannosaures. Il mesurait plus de 10 mètres de long. Sa découverte représente un véritable record. This is really exciting. This is a very large theropod dinosaur, a carnivorous predator. It might be the largest predator terrestrial predator that's ever been found in Europe. Les fossiles correspondant à ce nouveau dinosaure ont été trouvés sur l'île de White. Les couches géologiques remontant au Crétacé, la période qui a vu les dinosaures il y a 125 millions d'années, y sont observables. Néanmoins, les ossements d'animaux de cette taille sont plutôt rares. Large theropods tend to be quite rare. Obviously, the bigger you get, the fewer you are in any given ecosystem. So to find bones of an individual this big is an exciting find. Outre la taille gigantesque de l'animal, sa présence là où il a été trouvé fournit de précieux renseignements aux scientifiques. Corroborates previous work done by myself and colleagues that identifying Western Europe as a key area for Spinosaurid radiation and diversification. And this being probably a new taxon, as I said, we can't name it, but in all likelihood it represents a new animal. Le nouveau dinosaure n'a pas encore de nom scientifique, son squelette est encore loin d'être complet. En attendant, il est appelé spinosaure de la Roche Blanche, en référence à la couche géologique dans laquelle les fossiles ont été trouvés. Dans la suite de ce journal, nous irons au Unisound, le plus grand festival francophone d'Europe consacré aux personnes porteuses de handicap. C'est Arnaud Pilet qui nous attend sur place. Notre séquence Un œil en Flandre et cet événement qui réunit plus de 20 000 enfants, comme nous l'expliquera en plateau, comme chaque dimanche, Joyce Hazard. Et puis aujourd'hui, ce sont les championnats de Belgique de cyclisme, l'occasion d'une rencontre avec l'un des grands espoirs belges, Arnaud Delis. Mais tout d'abord, l'Urban Trail à Bruxelles, une course qui permet chaque année de courir dans des lieux emblématiques de la capitale. Et cette année, c'est une première. Les joggeurs ont passé les grilles du Palais Royal. Anne Pollard. Le classique jogging du dimanche matin, mais avec aujourd'hui un parcours un peu particulier. Une fois par an, la course Urban Trail pousse les portes des monuments emblématiques de la ville de Bruxelles. C'était franchement génial. Un parcours en courant et puis rentrer dans des bâtiments, des cinémas, le Palais Royal, la Banque Nationale qui avait très bien nettoyé ses locaux d'ailleurs. Et puis ressortir, c'était vraiment très gai. Course en famille ? Ouais, à fond. Trop gai de venir sur Bruxelles, on est plutôt de Wallonie et trop gai de monter et découvrir la ville comme ça. Une découverte aussi pour certains, parfois venus de loin. Je viens de la Louvière. Au départ, j'étais parti sur les 7 km et finalement, je vois que je suis déjà au 9e. J'espère terminer les 12 km. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est le parcours qui vous motive ? Expliquez-nous. C'est le parcours et justement les arrêts qui nous permettent de récupérer quand on n'est pas habitué, quand on n'a pas d'entraînement. Ça permet quand même d'avoir de bons résultats et de récupérer son souffle surtout. Moi je suis bruxelloise donc je connais déjà Bruxelles et malgré tout on découvre toujours des petits coins cachés, agréables. On a revu l'hôtel de ville donc ça c'est vraiment très beau. Puis il y a le Beer Project qui est quand même sympa. Et puis voilà, on attend avec impatience de rentrer dans le Palais Royal pour découvrir ça. Voilà. Le Palais Royal, c'est l'étape inédite de cette édition 2022. Est-ce que c'est la première fois pour vous au Palais Royal ici ? Non, en fin de compte, au début des années 90, j'ai fait mon service militaire à Florène et j'ai monté de garde un mois au Palais Royal et donc dans la belle cahute qui est derrière moi. C'était une belle expérience et donc j'en garde des bons souvenirs. Et puis pour détendre les muscles, on fait aussi la fête, comme ici dans ce club bruxellois. Pour cette course, pas de compétition, pas de chrono.
ce mixte exactement entre donc, la course, donc l'aspect sportif de la chose, et la découverte du patrimoine ou des bâtiments de pouvoir ou de prestige ou des bâtiments surprenants à Bruxelles. Entre autres, on a traversé par exemple les anciennes imprimeries de la Banque nationale. C'est un endroit où personne ne peut jamais rentrer. Une formule qui a attiré 4000 joggeurs dans la capitale pour une 7e édition cette année. À suivre cet après-midi sur la Une. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Stéphane Piedboeuf, suivi du premier beau vélo de Ravel de la saison en soutien au village sinistré par les inondations de l'été passé. Excellent après-midi sur la Une et on se retrouve ce soir à 19h30.